Salut tout le monde, c'est Mélane, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je reviens enfin pour une vidéo puisque d'un coup j'ai eu la motivation et l'envie de revenir pour parler bouquin. Et je voulais profiter du fait que j'étais absente très longtemps pour vous faire un tag qui s'appelle le Mid-Year Book Freakout Tag, que j'ai vu sur la chaîne de Little Book Haul, donc plutôt sur les chaînes anglophones. Et il m'a beaucoup plu ce tag et je me suis dit tiens, vu que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, que je vous ai pas parlé de toutes les lectures que j'ai fait, parce que même si j'ai pas fait de vidéo, j'ai quand même lu beaucoup. Ce tag va me permettre de vous parler de pas mal de lectures que j'ai faites cette année, en mélangeant un petit peu tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Je vous mettrai aussi les liens des créatrices en barre d'infos. Alors pour commencer, on va déjà parler d'objectifs lecture que je m'étais fixé cette année sur le challenge Goodreads, qui était de 80 livres. J'ai poussé un petit peu plus par rapport à l'année dernière où j'en avais lu 70 je crois, donc là je me suis dit allez, on va en rajouter un petit peu, on va essayer de se poser un petit défi. Donc, pour l'instant j'en ai lu 32, donc je suis un petit peu derrière mon objectif pour l'instant, mais bon, normalement ça devrait se rattraper. Et on va commencer, donc en fait c'est des petites catégories pour vous parler de mes lectures que j'ai fait cette année, donc c'est un bilan de mi-année. Voilà, donc pour l'instant, quel a été le meilleur livre que tu as lu cette année? Hôtel Castellana de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard, je crois, Gallimard Jeunesse. C'est un livre historique puisque Ruta Sepetys fait surtout du livre historique. On va suivre deux personnages donc, qui vont être à l'époque donc en Espagne sous le règne de Franco. Ça se passe à Madrid à l'été 1957. Et en fait, on va suivre Daniel qui lui vient des États-Unis, donc qui est en voyage avec ses parents à Madrid. Et donc son père est dans les affaires, donc justement les affaires commerciales, diplomatiques, commerciales avec Franco. Donc il va là-bas, il découvre Madrid, il est photographe. Et lui, son délire, ça va être de prendre des photos qui signifient vraiment quelque chose, surtout dans le contexte où on est. Donc voilà, j'en dis pas plus. Et il va rencontrer Ana Torres Moreno, qui donc est espagnole et qui travaille à l'hôtel où il est avec ses parents. Et donc ils vont se rencontrer, ils vont beaucoup parler et va naître une romance. Donc on est plutôt sur une romance historique, même si c'est pas... comment dire, c'est pas le sujet qui ressort le plus, enfin c'est pas non plus la romance qui est mise en avant et tout le reste on s'en fout, c'est pas du tout ça. On se plonge vraiment dans le contexte actuel, on rencontre d'autres personnages et c'était très intéressant. Donc on est au cœur du régime franquiste, moi j'ai appris plein de choses, que c'est vrai que cette partie de l'histoire je l'ai très peu vue en cours. Voilà, on nous en parle peut-être très vite fait et du coup là on apprend quand même beaucoup de choses. C'est un roman qui fait 550 pages à peu près et voilà, enfin moi Ruta Sepetys je l'avais déjà lu avec Ceux qui n'ont pas pu nous prendre et Le sel de nos larmes, et c'est deux romans que j'avais énormément aimés. Souvent elle va creuser un peu sur les événements qui ont été un peu moins médiatisés. Donc ce que j'ai adoré, c'est vraiment parce que c'est énormément documenté. Après avoir lu ce livre, j'ai eu envie d'en savoir plus, donc j'ai regardé des reportages et tout ce que j'ai pu trouver en fait sur le régime de Franco et tout ça. Il y a des choses qui sont quand même ultra terrifiantes, notamment sur ce qui se passait dans les orphelinats, avec des enfants qui étaient volés à des parents pour en faire de bons chrétiens, et voilà. Et puis, ouais, Ruta Sepetys, c'est une de mes auteurs favorites. Elle a vraiment un style qui se lit tout seul et en même temps qui est très bien écrit et qui pose des phrases des fois qui te bouleversent.
Je pense encore aussi à la dernière phrase ou le dernier dialogue de ce livre qui est ultra fort et qui en peu de mots te dit tout en fait. Si vous aimez les romans historiques, si vous aimez apprendre des choses sur l'histoire, sur des choses qui ont été un peu plus cachées, moins médiatisées, etc. Je vous conseille Ruta Sepetys. Voilà, en plus tout était bien dans le sens où même les personnages étaient ultra intéressants. La romance n'était pas du tout niaiseuse ou quoi que ce soit, c'était vraiment beau, réaliste et tout ça. Voilà, donc je vous le conseille tout simplement. Et oui, pour l'instant, on est au milieu de l'année et ça a été vraiment la meilleure lecture, je pense, de 2020 et celle qui m'aura le plus marquée. Ensuite, on va passer à la meilleure suite que j'ai lue cette année. Donc c'est Heartstopper 2 de Alice Oseman qui est un roman graphique, voilà, publié chez Hachette. Hachette ? Oui, chez Hachette. Voilà, je pense que vous connaissez puisque je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en parle. C'est une romance entre deux garçons qui est toute mignonne. J'en avais déjà parlé il me semble, j'avais déjà parlé du premier tome. Une romance qui est toute mignonne et qui en même temps parle de sujets très importants, l'homophobie. Donc là le deuxième tome c'est plutôt sur le coming out d'un des deux personnages. C'est vraiment des beaux dessins avec de la douceur, les personnages sont très attachants. Et là il y a le tome 3 qui est sorti donc je vais essayer de me le procurer assez vite. Un livre que tu as vraiment envie de lire en 2020, alors je l'ai commencé hier, donc c'est L'Empire Ultime, donc de la série Fils des Brumes, tome 1 de Brandon Sanderson. Donc là j'ai la version poche, je sais pas si vous voyez bien avec le reflet, voilà. Donc c'est une petite pavasse quand même. Donc c'est une série en 3 tomes, donc fantasy. C'est la première fois que je vais lire Brandon Sanderson. Tout le monde en dit énormément de bien, surtout cette série, elle est très aimée. Donc je me suis lancée. Donc je vais peut-être vous lire le résumé parce que clairement je vais galérer à vous le résumer là comme ça. Donc là on part du principe qu'en gros c'est on va dire le méchant qui a gagné la guerre. Et depuis des milliers d'années, enfin en tout cas depuis plus de 1000 ans, voilà. Depuis plus de 1000 ans, c'est le seigneur maître qui règne sur le monde, et voilà. Et Vin, donc qui est un des personnages principaux, ne connaît de l'Empire Ultime que les brumes de Luthadel, les pluies de cendres et le regard d'acier des grands inquisiteurs. Depuis plus de 1000 ans, le seigneur maître gouverne les hommes par la terreur. Seuls les nobles pratiquent l'allomancie, la précieuse magie des métaux. Mais Vin n'est pas une adolescente comme les autres, et le jour où sa route croise celle de Kelsier, le plus célèbre voleur de l'Empire, elle est entraînée dans un projet fou, renverser l'Empire. Voilà. Bon, déjà le résumé est très tentant, mais en plus, à chaque fois que j'ai vu des avis sur ce livre, c'était vraiment des avis super géniaux. Donc là j'ai lu que le prologue et pour l'instant j'avoue que j'aime déjà. Donc c'est rare qu'après un prologue j'aime déjà. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je le finirai, déjà, le tome 1, voilà. Et, je dois vous parler d'une sortie, d'une future sortie qui me tente énormément, donc qui va sortir plutôt en fin d'année, je crois en novembre. Donc c'est Nevernight de Jay Kristoff, qui est un tome 1 de fantasy aussi. Et donc qui va sortir je crois chez De Saxus en novembre si je dis pas de bêtises. Alors pareil c'est une histoire comment dire qui chez les chaînes anglophones c'est une série qui a eu énormément de succès, qui me tente énormément et là je vais profiter qu'il sorte en français parce que pour être sincère avec vous, je l'ai commencé en anglais et le niveau d'anglais était quand même assez costaud et du coup pour en profiter vraiment pleinement et bien tout comprendre, je préférerais le lire en français. Donc là c'est plutôt un livre qui va parler de vengeance avec une héroïne qui va vouloir se venger de la mort de ses parents et qui va être amenée
a intégré une sorte d'école d'assassins. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je pense. Une belle surprise, alors une belle surprise, ça a été le roman de Alice Oseman, Radio Silence, qui a été vraiment... Enfin, je pensais pas aimer autant en fait. Elle a réussi à me toucher par son écriture, ses personnages. Il y a vraiment eu quelque chose dans ce livre qui m'a marquée. Donc c'est la même autrice que Heartstopper, donc je l'avais déjà lu en graphique. Je vais avoir beaucoup de mal à vous le résumer par contre. Donc c'est un roman contemporain, clairement, où on va suivre Frances, qui est une super élève mais qui est qui a un peu de mal à s'intégrer aux autres, etc. Et elle va rencontrer donc Aled, et ils vont avoir un peu la même passion d'écrire, de créer. Elle dessine et lui il écrit, etc. Donc voilà. Et ça va parler d'identité, de diversité, du mal-être quand t'es ado et tu commences à te construire. Voilà, c'est tous ces thèmes-là dans ce livre et c'était très 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 intéressant. Prochaine catégorie, c'est un nouvel auteur qui t'a marqué. Donc je dirais que c'est Samantha Shannon avec Le Prieuré de l'Oranger, qui est une grosse pavasse fantasy que j'ai pas mal aimée. Il y a juste un petit truc, je sais pas si c'est un petit en fait, mais il y a juste un truc qui m'a assez dérangée, c'est la fin. Qui, à mon sens, s'est passé trop rapidement. En fait, on attendait quelque chose et j'aurais voulu que le dénouement s'étire un peu plus longtemps. Et voilà, enfin, pour ceux qui l'ont lu, je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais j'ai trouvé la fin un peu trop rapide. Un monde divisé, un Rénome sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. La maison Bérénette règne sur les Nice depuis près de 1000 ans. La reine Sabran IX, qui rechigne à se marier, doit absolument donner naissance à une héritière pour protéger son Rénome de la destruction, mais des assassins se rapprochent d'elle. Ide Durian est une marginale à la cour, servante de la reine en apparence. Elle appartient à une société secrète de mages. Sa mission est de protéger Sabran à tout prix, même si l'usage d'une magie interdite s'impose pour cela. De l'autre côté de l'abysse, Tanné s'est entraînée toute sa vie pour devenir une dragonnière et chevaucher les plus impressionnantes créatures que le monde ait connues. Elle va cependant devoir faire un choix qui pourrait bouleverser son existence. Pendant que l'Est et l'Ouest continuent de se diviser un peu plus chaque jour, les sombres forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Bientôt l'humanité devra s'unir si elle veut survivre à la plus grande des menaces. Donc ça parle effectivement de royaumes qui sont divisés et qui vont devoir s'unir contre une force beaucoup plus grande qu'eux. Évidemment, au vu de la couverture, vous vous doutez bien qu'il y a des dragons. Il y a des scènes très très bien décrites, très visuelles, assez épiques. Les personnages sont très intéressants. On suit le point de vue de plusieurs personnages, donc la reine Sabran, Ide la servante, Tanné la dragonnière, et puis d'autres, je ne sais plus qui. Prochaine question. Personnage préféré. Alors, c'était assez difficile, mais je dirais que le personnage qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait rire, qui m'a fait pas pleurer, mais qui a fait que je suis passée par pas mal d'émotions. Donc pour ça, je vais vous parler du livre Parer pour percer d'Angie Thomas aux éditions Nathan. Donc, je crois que c'était Brie, oui. Donc là, clairement, le personnage que j'ai vraiment aimé, c'est le personnage de Brie, donc, qui a 16 ans et qui rêve d'être la plus grande rappeuse de tous les temps. Donc son père était une légende du rap. Je relis un peu parce que clairement, il y a trop longtemps que je l'ai lu, je vais pas me souvenir. Donc son père était une légende du rap jusqu'à ce qu'il soit tué par les gangs. Quand sa mère perd son emploi, que leur propriétaire menace de les mettre à la porte et que la violence enfle dans son quartier, Brie n'a plus le choix. Réussir dans le rap n'est plus un rêve, c'est une nécessité. Donc effectivement là on est
on est aux États-Unis, on va parler de racisme, de racisme clairement. On va parler de rêve, hein, d'un personnage qui a un rêve et qui va vouloir le réaliser et tout faire pour y arriver. On va parler de famille, d'amitié. C'est un livre qui aborde beaucoup de thèmes, mais tout ça autour du racisme et de la violence que peuvent rencontrer clairement certaines communautés. Et en fait, Angie Thomas, elle a réussi le pari de je parle de sujets très graves et très violents, tout en ajoutant des personnages qui sont quand même touchants mais plein d'humour, à dire toujours des conneries. Et ce livre, il est vraiment réaliste et cru dans le langage, mais en fait ça rajoute au réalisme du livre et on a vraiment l'impression d'y être. Et voilà, c'est un livre très très fort qui était vraiment cool et c'est vrai que j'aimerais bien lire aussi The Hate You Give du même auteur. Oui, pour un personnage préféré, je dirais Brie. Un livre qui m'a fait pleurer, il m'a pas fait pleurer à chaudes larmes, mais quand même j'ai eu beaucoup d'émotions en le lisant, donc c'est toujours Hôtel Castellana, puisqu'il y a des moments quand même très bouleversants, très marquants, avec une écriture qui vraiment te prend aux tripes, avec des phrases qui résonnent beaucoup, donc clairement, voilà, je dirais celui-là, même si j'ai pas pleuré, mais j'ai quand même eu la petite larmichette quoi. Un livre qui t'a rendue heureuse. Alors là, je vais te dire Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux et Roald Dahl, puisque Pénélope Bagieux a adapté en roman graphique le roman de Roald Dahl chez Gallimard. Et donc, pourquoi ça me rend heureuse? Tout simplement parce que c'est un des romans jeunesse qui m'a marqué quand j'étais petite. Donc quand j'ai vu qu'une de mes auteurs favorites, donc Pénélope Bagieux, l'adapter en bande dessinée, clairement j'ai foncé quoi. Et puis c'était vraiment un petit régal. Elle a modifié certaines choses. Par exemple, normalement il n'y a pas de personnage féminin, donc elle a rajouté, au lieu que ce soit un autre garçon, c'est une fille à la place par exemple. Le personnage de la grand-mère, il est juste génial, genre la grand-mère qui se balade, qui a un franc-parler, qui fume des cigares, en gros qui s'en bat la rate quoi. C'était vraiment top. Je peux vous montrer le style, hop, des dessins, les couleurs, hop. Voilà, c'était déjà un livre que j'avais lu plusieurs fois quand j'étais petite et là il a été brillamment illustré et mis en bulle par Pénélope Bagieux. Voilà. Donc si vous avez aimé le roman ou si même vous n'avez jamais lu le roman, je vous conseille de lire cette BD. Alors la prochaine catégorie c'est en gros le livre qui a été adapté en film que tu as bien aimé ou préféré. Mais en même temps préféré, je crois que cette année j'ai pas vu tant d'adaptations que ça, peut-être même que celle-là. Donc je peux pas dire que c'est mon préféré, si j'en ai vu qu'un c'est un peu débile. Mais du coup je vais parler de All the Bright Places de Jennifer Niven. Donc là c'est l'édition VO, je l'ai lu en VO. Mais sinon il est sorti en français, c'est Tous nos jours parfaits. Je sais plus chez quel éditeur. Désolée. Donc en fait j'ai lu ce livre et peu de temps après, mais vraiment très peu de temps après, j'ai vu l'adaptation sur Netflix que j'ai bien aimé aussi. Donc j'ai beaucoup aimé le livre. D'ailleurs ça se voit, j'ai marqué plein de passages. Et le film était sympa aussi à voir. J'ai trouvé qu'il était bien fidèle au livre et les acteurs étaient sympas aussi. Bon après c'était pas un énorme coup de cœur non plus, mais voilà. Évidemment j'ai quand même préféré le livre je pense, mais l'adaptation était quand même assez réussie et fidèle. C'est déjà pas mal.
Donc alors en gros, pour résumer, j'aime bien la petite phrase qu'ils ont mise sur le livre parce que clairement ça résume bien la situation. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui réapprend à vivre grâce à un garçon qui veut mourir. Voilà. En gros, on va suivre Theodore Finch qui est pas bien dans sa peau, qui a des sortes d'envies suicidaires par moment, et Violette, donc, qui est dévastée par la mort de sa sœur, ils ont eu un accident de voiture et elle seule a survécu à l'accident, sa sœur est morte. Et donc ces deux-là vont se rencontrer dans une situation assez particulière et voilà, ils vont nouer des liens et Violette va reprendre le goût de vivre grâce à Théodore. Voilà, c'est une romance, mais pas que, c'est surtout une histoire qui parle du mal-être, de la dépression, voilà, et qui parle aussi de comment on se reconstruit après un drame, et tout ça quoi. Alors maintenant, on va parler de Il faut montrer, donc 2 livres qu'on a reçus dans l'année, qu'on a eu dans l'année. Donc je vais vous parler donc de encore Ruta Sepetys, donc Big Easy de Ruta Sepetys. Donc en fait c'est le dernier livre que j'ai pas lu de l'auteur, qui est son premier, puisque j'ai lu Ceux qui n'ont pas pu nous prendre et Le sel de nos larmes et Hôtel Castellana. Du coup là ça se passe dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans. On va suivre Josie qui est fille de prostituée et qui a grandi dans une maison close. Et elle n'a qu'un rêve, c'est entrer dans une grande université, sauf qu'elle est impliquée dans une histoire de meurtre et qui va la pousser à suivre la voie de l'argent facile. Et puis voilà, en gros c'est ça. Donc on va plonger dans l'univers de la Louisiane des années 50. Et évidemment j'ai eu Hunger Games, le nouveau, donc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins chez Pocket Jeunesse. Évidemment, ayant été une grande lectrice de la série Hunger Games, que j'ai adoré à l'époque et que j'ai relu plusieurs fois, et d'ailleurs qui est une série qui m'avait vraiment relancée dans la lecture puisque j'avais dévoré ces livres-là et après je m'étais plus arrêtée. Niveau lecture et du coup j'étais très curieuse de voir de quoi ça parlait, si c'était pas mal et tout. C'est pas une suite directe des Hunger Games de la série principale, on va suivre plutôt Snow, donc oui le président Snow quand il était jeune, quand il avait 17 ans. On retourne, je sais plus, 60 ans en arrière, une soixantaine d'années en arrière. Au moment où ça fait à peu près 10 ans que les Hunger Games ont été créés. Et en fait, on va le suivre lui, on va en savoir plus sur son passé, dans quel genre de famille il a grandi. Et on a des surprises parce que c'est pas le genre de choses auxquelles je m'attendais. Donc on a quand même pas mal de surprises et on découvre un peu les coulisses des Hunger Games, donc comment ça a été créé, comment ça a évolué. J'ai bien aimé, même s'il y avait quelques longueurs quand même à certains moments. Mais c'est vrai que Snow est un personnage très complexe, Oui, très complexe. On sait jamais sur quel... on sait jamais si on doit le croire ou pas. Même à 17 ans, il a cette... on s'attend pas à ça parce que quand dans la série originale, voilà, on sait juste qu'il est méchant, il est horrible, etc. Et là, à 17 ans, on voit vraiment sa construction, vraiment, on voit plus de facettes de sa personnalité, alors que dans Hunger Games, on n'en voit qu'une, quoi. Par contre, c'est toujours aussi violent, c'est toujours aussi cru, c'est toujours aussi... cru. Je l'ai trouvé encore plus cru que les autres. Alors peut-être ça remonte à longtemps que je les ai lus, donc je ne sais pas si c'est une impression ou pas, mais je le trouve encore plus dur. Voilà, et après effectivement le personnage,
l'héroïne du livre est vraiment ultra intéressante. C'est un peu pareil, un personnage complexe. Et donc, franchement, si vous avez aimé la saga Hunger Games, je dis pas qu'il est obligatoire de le lire, mais en tout cas, ça apporte quelque chose à la saga. Et on va terminer avec... donc là, c'est quoi? Ah oui, les livres qu'on a vraiment besoin et envie de lire en 2020 à tout prix. Donc là, j'en ai un en physique qui est Frankly in Love de David Yoon chez Albin Michel. Donc là, c'est l'histoire de Frank Lee qui se décrit comme un limbo, un adolescent, putain j'arrive plus à parler, tiraillé entre son héritage coréen et son éducation à l'américaine. En ce qui concerne sa vie amoureuse, ses parents n'ont qu'une règle, sa petite amie sera coréenne. Quand Frank s'entiche de Brit, intelligente, merveilleuse et blanche, les problèmes s'annoncent. Pour y échapper, il décide de feindre une relation avec Joy, une autre limbo, qui rêve elle aussi de liberté. Le plan est parfait, mais on ne joue pas aussi facilement avec l'amour. J'ai un autre livre qui me tente beaucoup, c'est La Saison des Feux de Céleste Ng. Donc qui est sorti en français, en anglais c'est Little Fire Everywhere, et ça a été adapté en série avec Reese Witherspoon par exemple. En gros, on va parler donc d'un quartier à Shaker Heights, banlieue huppée de Cleveland, tout est luxe, calme et sérénité. Dans ce tableau bourgeois, les Richardson ne détonnent pas. Père avocat, 4 ados sans histoire, la famille modèle. Tout le contraire de leur nouveau locataire, Mia Warren, artiste photographe, anticonformiste et bohème à souhait, et sa fille Pearl. Elles sont aussi nomades que les Richardson sont sédentaires, aussi libres qu'ils sont prisonniers des apparences. Alors qu'au début, la cohabitation semble plutôt chaleureuse, insensiblement, les rapports vont se crisper. La tension montera dangereusement, jusqu'à l'embrasement. Voilà, désolée pour ce joyeux bordel qu'est cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas tourné, donc c'est un peu galère. Et en plus de se souvenir des lectures que j'ai faites il y a 6 mois, c'est un petit peu compliqué. J'espère que ça vous a fait découvrir pas mal de choses. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de refaire enfin une vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!